Je n'oublierai jamais cet après-midi de samedi ensoleillé, parfait pour un barbecue, et je n'avais aucune idée que toute ma vie allait basculer du tout au tout. Ma femme Camille et moi passions du temps avec notre bande habituelle, 3 autres couples avec qui on s'était liés depuis qu'on avait emménagé dans la résidence il y a quelques mois. Tous les week-ends, on se retrouvait dans la cour commune, à faire griller des merguez, à siroter des bières pression et à discuter de tout et de rien. C'était une belle routine, franchement, jusqu'à ce que je commence à remarquer des trucs qui me mettaient mal à l'aise. Imaginez la scène, les mecs d'un côté du barbecue, à causer foot, boulot, les trucs classiques, et les femmes de l'autre, à papoter et rigoler entre elles. C'était le rituel de chaque week-end, et au début, je me disais que tout baignait. Mais petit à petit, j'ai eu l'impression que quelque chose clochait, surtout dans la façon dont les femmes interagissaient. Nous, les gars, on était plutôt détendus, contents de se poser, mais les femmes, surtout ma Camille, semblaient différentes, comme si elles gardaient une blague privée que les mecs ne pouvaient pas capter. Ça a commencé discrètement, je surprenais Camille et les autres épouses qui se jetaient des regards complices, qui murmuraient, puis qui éclataient de rire d'un coup. Rien d'anormal, hein? Mais à chaque fois, j'avais l'impression qu'on était, nous les maris, la chute de la blague, sans même savoir de quoi il s'agissait. Les autres types ne semblaient pas s'en rendre compte ou peut-être s'en fichaient, mais pour moi, chaque éclat de rire devenait plus personnel, comme si elles savaient un truc que j'ignorais. Puis sont venues les vannes, elles ont commencé à nous taquiner, à glisser des remarques qui paraissaient inoffensives au début. Elles plaisantaient sur le fait que la femme de Raymond, Julie, passait un temps fou au marché. Au début, ça ressemblait à du papotage banal, mais ça a vite viré au suggestif, en parlant de comment elle se faisait bien voir du boucher du coin. C'était à peine déguisé en humour, mais ça sonnait faux. Julie elle-même riait de bon cœur, et Raymond, inconscient de tout, se contentait de lever les yeux au ciel. Ensuite, l'attention s'est portée sur Marie, la femme de Cédric, qui bossait dans un bureau. D'un coup, les épouses se sont mises à causer de ses déjeuners interminables avec son patron italien, un vrai beau gosse. Cédric avait l'air mal à l'aise, mais les femmes étaient impitoyables, elles riaient et s'alimentaient mutuellement. À ce stade, j'étais plus vigilant, plus suspicieux. J'aurais voulu mettre ça sur le compte de quelques verres de trop qui les rendaient bruyantes, mais je ne pouvais pas me défaire de l'idée que ce n'était pas de simples blagues au hasard. Camille agissait bizarrement aussi, elle avait toujours été sociable, mais là, avec ses copines, elle était différente, comme si elle prenait plaisir à me mettre mal à l'aise. Et puis, ça m'a frappé, j'étais la prochaine cible. Les femmes ont commencé à balancer des pics sur les mecs de la salle de sport du quartier. Camille s'est mise à vanter combien certains étaient impressionnants, et pas seulement pour soulever de la fonte. Elle ne m'a pas regardé quand elle a enchaîné, et quand j'ai tourné la tête vers elle, elle m'a ignoré pour continuer à rigoler avec ses amis. À cet instant, la légèreté de la soirée a tourné au vinaigre pour moi. Ce n'était pas un coup isolé, il y avait un schéma. Chaque week-end, les femmes vannaient de plus en plus ouvertement, et les mecs se faisaient humilier en douce devant tout le monde. Je ne savais pas quoi en penser, mais je détestais ça. Tandis que la soirée avançait, on s'est tous assis autour pour finir les grillades et les bières, mais je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment que quelque chose clochait grave. Les épouses vivaient dans leur bulle, et je me sentais plus isolé que jamais. C'est là que j'ai pris ma décision, j'allais creuser pour comprendre ce qui se tramait. Je ne savais pas exactement ce que je découvrirais, mais vu le comportement de Camille et des autres femmes, il y avait plus que des blagues innocentes derrière tout ça. Après ce barbecue, je n'ai pas pu m'empêcher de tout ressasser dans ma tête. C'était comme si, une fois que j'avais repéré que quelque chose déconnait, je ne pouvais plus l'ignorer. J'ai commencé à capter plus de signes, des petits riens ici et là pendant la semaine. Camille semblait distante, distraite, pas vraiment froide, mais comme si elle avait une autre vie qui se déroulait dans sa tête. On s'asseyait pour dîner, je lui demandais sa journée en attendant le papotage habituel, et elle répondait par monosyllabes, comme si elle n'avait rien à me dire. C'était surréaliste, elle avait toujours été si bavarde. Puis sont venues les vannes, c'était le plus gros changement. Pendant des années, on avait été le refuge l'un de l'autre, quelqu'un avec qui on pouvait rire de n'importe quoi. Mais là, son humour était plus acéré, mordant. J'ai remarqué que ses blagues portaient plus sur ce qu'elle n'aimait pas chez moi, des pics sur des trucs que je faisais mal, ou des remarques sur les types qui bossent plus leur corps que moi à la salle. Ce n'était pas dans sa nature d'être méchante, donc ce nouveau côté m'a vraiment déstabilisé. J'ai commencé à me sentir parano, comme si on se moquait de moi chez moi, même s'il y avait personne d'autre pour le voir.
J'ai aussi vu qu'elle sortait plus souvent. Camille avait toujours été sociable, mais là, c'était autre chose. Elle se faisait des déjeuners avec les filles au moins 2 fois par semaine, et parfois ça s'éternisait en virée toute la journée. Quand je demandais des détails, elle balayait d'un vague prétexte, genre elles avaient perdu la notion du temps ou atterri chez l'une pour un café. D'habitude, je n'y aurais pas pensé 2 secondes, mais après ces barbecues et la façon dont les femmes se payaient la tête des mecs, je n'étais plus sûr. Ces déjeuners, c'était juste une autre couche de la blague. Le clou, c'était un samedi après-midi où je me suis retrouvé seul. Camille m'avait dit qu'elle sortait avec Julie et Marie, alors j'ai pensé profiter du temps pour avancer sur un bricolage en retard. Vers 15 heures, j'ai décidé d'aller prendre un café au bistrot du coin, près de la Seine. En chemin, j'ai cru apercevoir sa voiture garée en face du centre commercial Léal. Camille n'avait pas parlé d'y aller, et le bistrot était pas loin, alors la curiosité a pris le dessus. Je me suis approché pour vérifier, c'était bien la sienne, pas d'erreur. J'ai eu envie de l'attendre, mais un truc m'a retenu, je voulais pas passer pour un barge. Mais une fois que j'ai commencé à faire gaffe, les indices s'accumulaient. La semaine d'après, elle a laissé son téléphone sur le plan de travail de la cuisine, chose qu'elle ne faisait jamais, elle était toujours prudente, le trimballait partout. Naturellement, j'ai jeté un œil. Rien de chelou dans les SMS, mais c'est pas ça qui m'a accroché, c'était le journal d'appel. Il y avait un numéro sans nom, juste des initiales, BG, que je ne reconnaissais pas. Je connaissais tout le monde dans le cercle de Camille, et il n'y avait pas de BG là-dedans. C'était bizarre, elle avait appelé ce numéro plusieurs fois, presque tous les jours, et souvent juste avant de sortir avec les filles. Je savais que fouiller, c'était franchir une ligne, mais à ce stade, j'avais plus besoin de réponse que de respecter sa vie privée. Plus tard dans la semaine, j'ai essayé d'aborder le sujet en mode détendu, je lui ai demandé si elle allait dans des endroits nouveaux avec ses copines, peut-être un truc que j'avais loupé. Elle m'a lancé un regard étrange et m'a dit qu'elle voulait pas m'ennuyer avec des histoires de filles. Ça sonnait faux, comme répété, comme si elle avait déjà préparé sa réponse au cas où je poserais la question. C'est là que j'ai su, c'était pas juste de la parano ou moi qui surinterprétais. Il y avait vraiment un truc louche, et j'en avais marre d'attendre en me torturant. J'avais besoin de savoir la vérité sur ce qu'elle fichait de son temps. J'ai décidé de creuser plus profond, mais en étant malin. S'il y avait quelque chose à trouver, je pouvais pas juste tomber dessus par hasard, il fallait un plan. Je ne pouvais pas me défaire de l'idée que Camille cachait un gros secret, alors j'ai choisi d'arrêter de spéculer et de chercher des réponses concrètes. J'allais pas l'accuser direct ou la mettre au parfum de mes soupçons, je voulais la vérité en pleine lumière, et la voir de mes propres yeux. C'est là que j'ai eu l'idée de tendre un piège, une façon de confirmer mes doutes sans qu'elle se doute que j'étais sur le coup. L'occasion s'est présentée un matin de semaine, Camille était déjà partie pour un de ses déjeuners, donc j'avais un peu de temps. J'ai pris un vieux magnétophone à activation vocale qui traînait et je me suis faufilé chez Emma, le QG où les épouses se retrouvaient toujours. Emma était la meilleure amie de Camille dans le groupe, et je me disais que s'il y avait un coup fourré, c'est là que beaucoup de plans se tramaient. Je savais que c'était risqué, mais j'étais à court d'options. J'ai planqué le magnéto derrière une pile de tasses à café sur le comptoir, en priant pour qu'il capte un truc utile. Le premier jour, quand j'ai récupéré l'appareil, mon cœur battait la chamade. J'ai écouté des heures de conversation banale, courses au Monoprix, projets de déco, les gosses, des recettes de ratatouille. Rien d'extraordinaire. Mais j'ai pas lâché, j'étais prêt à tout pour la vérité. Enfin, le 3e jour, ça a chauffé. J'appuie sur play, et les 30 premières minutes, c'est du papotage lambda. Puis, comme si elles attendaient un moment d'intimité, la discussion dérape. J'entends Emma dire qu'elle doit finir vite parce qu'elle peut pas faire attendre Thomas trop longtemps. Une autre voix j'arrive pas à identifier qui dit qu'elle est jalouse, et la Camille enchaîne en disant qu'elle aimerait bien être avec un étalon comme lui. Elles explosent toutes de rire, et j'ai l'impression que le sol se dérobe sous mes pieds. Ma femme parlait d'un autre mec aussi naturellement, comme si c'était juste leur routine. Les détails qu'elle balançait étaient crus, j'en ai appris bien plus que je voulais. Julie a commencé à poser des questions, à vouloir des précisions, et les autres rigolaient comme si c'était une grande blague. Elle n'avait pas honte de qui elle voyait ou de ce qu'elle faisait. Camille s'est même mise à fanfaronner sur comment elle avait rencontré son amant, un type nommé Bruno, qui collait pile à une de ses aventures tordues en tête. Je pouvais à peine y croire. Après ça, je pouvais plus me concentrer sur rien d'autre. J'étais tremblant, furax, mais je savais qu'il fallait que je reste zen.
Si je fonçais tête baissée, je passerais juste pour le con qu'elle pensait déjà que j'étais. J'ai passé le reste de la nuit à faire les 100 pas, à rembobiner l'enregistrement encore et encore, en espérant avoir mal compris. Mais tout était là, clair comme de l'eau de roche. Le lendemain, j'ai décidé de doubler la mise. Cette fois, j'ai filé Camille quand elle est sortie de la maison. Elle m'avait dit qu'elle rejoignait Julie au centre commercial, mais j'avais le flair que c'était du pipeau. Je suis resté à quelques voitures derrière, en faisant gaffe à pas me faire griller. Bingo, elle se gare, fouille dans son sac et sort un téléphone à clapet rouge que j'avais jamais vu. Son portable habituel était gris. Je la vois composer le numéro, puis balayer le parking du regard, comme pour shaker si quelqu'un l'observait. Elle se retourne et entre dans le centre, en jetant des coups d'œil derrière elle de temps en temps. J'attends, et là, une Peugeot 3008 bleue se pointe près de la zone de livraison. Bruno en sort, lui fait signe, et elle saute dans le 4x4 sans hésiter. Ils filent, et je les suis pas, je sais exactement où ils vont, l'hôtel Le Soleil Couchant, un rad minable en banlieue. Je me gare pas loin, en serrant le volant si fort que mes phalanges blanchissent. J'avais voulu des preuves, et j'en avais une montagne. Une partie de moi refusait de le croire, mais il y avait plus moyen de nier ce que je venais de voir. Ce soir-là, Camille rentre comme si de rien n'était, elle prépare même le dîner, comme d'hab, et me demande comment s'est passée ma journée. Je me force à jouer le jeu, en hochant la tête et en répondant par phrases courtes, mais intérieurement, j'étais cuit. Je savais ce qu'il me restait à faire, et c'était qu'une question de temps avant que je m'assure qu'elle et tout le monde sache exactement ce que je pensais de cette humiliation. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier, après-midi de samedi, tout le monde réuni au spot habituel dans la cour de la résidence. Camille était là, à rigoler et à mingler avec ses copines, comme si le monde était parfait. On avait le matos en route, grillades qui crépitaient, bière qui circulait, les 4 couples qui rattrapaient le temps perdu. Mais cette fois, j'en avais plein le dos de faire semblant. C'était surréaliste de la voir causer au groupe avec cette attitude insouciante, presque arrogante. Je savais ce qu'elle avait fait, je savais qu'elle était assise là, à faire comme si tout roulait, pendant qu'elle continuait ses coucheries avec son amant dans mon dos. Je sais pas si c'était la façon dont elle vannait les autres sans complexe, ou le souvenir de cet enregistrement qui me trottait encore dans la tête, mais un truc a pété un câble. J'ai décidé sur le champ que c'était le moment de lâcher la vérité. Plus de jeu. Camille était en plein milieu d'une phrase, en train de se gondoler avec ses amis, et j'ai pris une grande inspiration avant de m'avancer pour prendre la parole. Je suis resté calme, mesuré, je crois que j'en ai assez pour aujourd'hui. Vous, les filles, amusez-vous bien à nous rabaisser tous les week-ends. Peut-être qu'il est temps qu'on entende les vraies vannes, par ici. Le silence est tombé comme un marteau sur la table. Les mecs m'ont regardé, perplexe, mais j'ai vu le changement sur les visages des femmes, surtout celui de Camille, elle m'a fixé avec une expression figée, comme si elle se demandait si elle devait en rire ou s'inquiéter. Les mots ont jailli, je leur ai tout balancé, ce que j'avais pigé, comment j'avais vu Camille retrouver son mec parfait, Bruno, comment il filait au motel comme pour un simple déjeuner. Les mecs en sont restés bouche bée, et les épouses, elles sont passées de nerveuses à paniquer. Camille a essayé de rire ça au nez, en traitant ça de parano et d'histoire à dormir debout, elle a même contre-attaqué en disant que je surréagissais. Mais je m'en fichais, je n'ai pas reculé. Puis Guillaume s'est tourné vers sa femme Emma, c'est vrai, ça? T'es dans le coup, toi aussi? C'est là que tout a commencé à partir en vrille. Emma a essayé de noyer le poisson, mais j'avais déjà semé assez de graines, Guillaume n'a pas eu besoin de grand-chose pour assembler le puzzle. Plus il la pressait, plus elle rougissait, elle était à court d'excuses. C'est alors que Marie, la femme de Cédric, a détourné le regard, évitant clairement les yeux de tout le monde, et Cédric a capté qu'il y avait plus que juste Camille dans l'affaire. Toute la scène était comme une bombe qui explosait au ralenti, personne ne pouvait y échapper. Il savait que j'avais tout compris. Camille avait l'air furieuse, un mélange d'embarras et de rage qui lui traversait le visage, mais je m'en tapais. Je leur ai fait comprendre à tous que j'avais les preuves, les faits, que je l'avais suivie jusqu'au motel, que j'avais entendu ce qu'elle disait de moi avec ses copines quand j'étais pas là. J'ai même lâché quelques détails croustillants de l'enregistrement, juste pour qu'elle sache précisément ce que j'avais en main. À ce stade, les mecs regardaient leurs femmes comme des étrangères. C'est là que Camille a craqué, elle s'est penchée en avant, la tête dans les mains, et a vomi direct sur la table. Les grillades, les verres, tout était foutu. Ses copines ont bondi pour l'aider, mais le mal était fait.
J'avais dit ce que j'avais à dire. Tout le monde était trop choqué pour réagir. Emma et Marie ont aidé Camille à se lever, à l'éloigner de la table, mais pas sans me lancer un regard comme si j'étais un monstre d'avoir tout étalé comme ça. Je suis resté planté là à les regarder partir, et je me sentais plus soulagé que je l'aurais cru. C'était pas comme ça que j'imaginais passer mon samedi, mais au moins, maintenant, tout le monde savait à quoi s'en tenir avec ces gens-là. Après ce jour, tout a commencé à s'effondrer. Le groupe entier était ébranlé. Pour la première fois, toutes ces petites vannes et allusions sur la fidélité ont viré aux accusations en pleine face. Tout le monde courait après des explications, personne voulait y croire, mais la vérité était lâchée, et on pouvait plus l'ignorer. Je savais que Camille n'était pas la seule dans ce jeu, ils avaient tous joué, et c'était qu'une question de temps avant que les autres se retrouvent nez à nez avec la réalité sur leur propre femme. Ce soir-là, je suis rentré seul. Camille est restée dormir chez Emma, et franchement, je préférais ça. J'ai passé des heures assis dans notre appart vide, à repenser à tout, à essayer de voir ce que j'allais faire ensuite. À chaque fois que je visualisais Camille avec Bruno, ça me tordait les tripes. Je pouvais plus la regarder pareil, et je savais qu'on était fini. Mais j'aurais pas imaginé ce qui s'est passé avec les autres. Le lendemain, j'ai eu un appel de Guillaume, il avait l'air différent, plus tendu, comme au bord du gouffre. Il m'a dit qu'il n'avait eu aucune réponse d'Emma, alors il était allé à sa salle de sport et avait confronté le coach avec qui elle passait du temps. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais apparemment, c'était pas une discussion zen. Guillaume a avoué qu'il avait pété un câble et balancé un coup de poing, le coach n'avait pas fait de quartier, et ça avait dégénéré au point que Guillaume m'appelait de la gendarmerie pour que je l'aide à payer la caution. Puis il y avait Cédric, le pauvre, il avait l'air d'un fantôme quand je l'ai revu. Il avait enfin confronté Marie, et elle avait craqué, avouant qu'elle voyait son boss par intermittence depuis des mois. Cédric n'était pas du genre à faire un scandale, il s'est juste refermé comme une huître. Il a passé la nuit entière seul à boire dans sa voiture, garée devant la résidence, au lieu de rentrer chez lui. Raymond, lui, m'appelait en boucle, besoin de détails, besoin de savoir si Julie était dans le coup. Quand je lui ai raconté ce que j'avais entendu, il s'est tu net. Sa femme avait quasi avoué dans l'enregistrement, et il est resté là à digérer. Tout le week-end a été le chaos total, aucun de nous n'y échappait, même pas chez soi. Camille a essayé de revenir une fois, pensant qu'on pourrait discuter, mais j'en avais marre. J'ai emballé ses affaires, les ai posées près de la porte, et lui ai dit que si elle avait besoin d'un toit, elle pouvait aller chez ses parents à Versailles. Elle avait l'air sonnée, voire en colère, mais qu'est-ce qu'elle pouvait dire? Il n'y avait plus moyen de rattraper ça, pas maintenant. Chacun a géré à sa sauce. Raymond s'est mis à fouiller les finances de Julie, il a trouvé des tickets et des charges sur la carte pour des stations-service et des motels qu'il connaissait pas. Il était hors de lui, et en quelques jours, il avait emballé ses trucs et les avait envoyés chez sa sœur. Il voulait plus rien avoir à faire avec elle. Cédric, de son côté, était si brisé qu'il a pris une semaine de congé. Il parlait à peine à qui que ce soit et a fini par organiser un transfert en province, à La Réunion, pour bosser dans un bureau de poste loin de tout ce qui lui rappelait son ancienne vie. C'était comme s'il supportait plus l'endroit. J'attendais peut-être un grand drame des épouses, mais en gros, elles se sont juste dispersées. L'amitié qu'on avait tous, elle était morte. Les femmes évitaient de se regarder dans les yeux quand elles se croisaient dans les couloirs, et les mecs ne causaient que le strict nécessaire. Au final, ce groupe, ces week-ends qu'on passait ensemble, ils étaient devenus une immense blague. Et je savais qu'aucun de nous ne reverrait ces samedis de la même façon. À la fin, j'ai fait la paix avec tout ça, mais pas sans un sacré bordel au milieu. Camille a déménagé chez ses parents, et on s'est à peine parlé après. À chaque fois qu'elle repassait pour prendre le reste de ses affaires, elle évitait mon regard. Elle a essayé de faire la causette au début, comme si on pouvait s'en sortir, mais j'étais pas partant. Elle avait fait ses choix, j'avais fait les miens. J'avais plus l'énergie de faire semblant qu'il restait un truc à sauver. Raymond et Guillaume, ils ont traversé leurs propres enfers. Raymond a déterré tout ce qu'il pouvait sur Julie, anciens SMS, factures d'hôtel, même l'historique GPS de la voiture familiale. C'était comme s'il chassait la moindre preuve, même s'il savait déjà la vérité, il pouvait pas lâcher. Finalement, il a lancé la procédure de divorce et s'est barré à Nice pour un nouveau départ. Il avait toujours rêvé d'y aller, et là, il avait l'excuse pour couper les ponts et recommencer. L'histoire de Guillaume était plus rude, après avoir perdu son sang-froid avec le coach d'Emma,
il a eu des charges à assumer, et Emma a porté plainte pour violence conjugale. Peu importait qu'elle l'ait trompé, il avait franchi la ligne, et il allait payer. Je l'ai aidé autant que possible dans le process légal, mais il a fini par prendre quelques mois. Il était effondré, mais à la sortie, il a chopé un job de prof de soudure dans un CFA. Le mec avait besoin de bouger, et je suppose que c'était ça. Puis il y avait Cédric, il n'a pas traîné. L'infidélité de Marie l'avait secoué si fort qu'il a tout plié et organisé son transfert. Un jour il était là, le lendemain il était parti pour un petit bureau de poste à La Réunion, loin de tout ce qui lui rappelait son ancienne vie. Il a évité Marie pendant des semaines avant de partir, il a pris ses affaires quand elle n'était pas là et n'a pas regardé en arrière. J'ai entendu dire que Marie avait eu son propre retour de bâton. Un des potes de Cédric s'était peut-être vengé grave, elle a perdu son boulot, et disons que le tatouage qu'elle s'était fait pour son amant n'a pas tenu la route. Mais Cédric savait pas, et s'en foutait, il en avait fini avec tout ça. Quant à moi, j'ai essayé de rester discret. Plus je me noyais dans le boulot, plus c'était facile d'avancer. Camille et moi, on a divorcé sans grand cinéma, juste du papier. Elle est restée chez ses parents, et la dernière fois que j'en ai entendu parler, elle faisait pas grand-chose. C'était comme si elle s'était effacée. Peut-être qu'elle pensait que ce serait différent, qu'elle partirait et vivrait cette vie excitante qu'elle croyait vouloir, mais ça s'est pas passé comme ça. Le fantasme valait pas le carnage. On n'est bien sûr jamais retourné à ces barbecues du samedi. Après tout ça, l'idée même en devenait une blague. Une fois par semaine, on s'asseyait tous en prétendant être ces couples heureux, à causer foot et potin, à descendre des bières et à faire comme des potes. Mais en y repensant, c'était clair qu'il y avait plein de trucs qu'on se disait pas. Peut-être que c'est pour ça qu'on en est arrivé là, en ignorant les signes, en laissant filer, en croyant qu'on se connaissait par cœur. On se connaissait pas. Au bout du compte, j'ai appris un paquet sur les gens et sur la confiance. Ces week-ends devaient être un moment pour se détendre, une pause dans le train-train, mais en vrai, ils masquaient tous les problèmes qu'on avait trop peur d'affronter. Maintenant, je regrette pas ces samedis. Je regrette pas de faire semblant que tout était parfait. Je préfère être seul que de vivre dans ce mensonge pour toujours.